retrouver ce soir pour notre nouvelle webconférence. Ce soir, nous allons parler de gestion pilotée. L'inflation, la guerre sur le continent européen, l'ordre mondial qui se transforme, la croissance qui ralentit, beaucoup de sujets à la fois géopolitiques et macroéconomiques avec une multitude d'incertitudes. Cette incertitude, on la retrouve aussi sur les marchés par un manque de visibilité. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il devient difficile, l'exercice devient compliqué de sélectionner soi-même ses supports d'investissement à l'intérieur de son contrat d'assurance vie. C'est pourquoi, de plus en plus, il apparaît pertinent de déléguer cette gestion financière à un professionnel de la gestion d'actifs qui saura quand investir, quand prendre des positions, quand couvrir, quand arbitrer, quand transférer, quelle zone géographique privilégier, quel secteur, quelle thématique. C'est vrai que toutes ces questions, c'est les questions que peuvent se poser des gérants. Il y a à peu près un an, on créait avec Generali Wealth Solutions deux mandats de gestion pilotée que nous avions donc intégrés dans un contrat qui s'appelle Generali Épargne. Depuis, nous avons déployé ces mandats de gestion dans d'autres contrats et notamment dans le contrat Alta Profit Vie. Et nous allons vous en parler un an après, vous donner de la visibilité sur le comportement de ces deux mandats de gestion. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Arnaud Boucher, qui est directeur général délégué de Generali Wealth Solutions et responsable de la gestion financière. Alors, avant de donner la parole à Arnaud, ces deux mandats de gestion qui s'appellent GWS Conviction et GWS Patrimoine ont une particularité dans leur construction, ils ont une vraie singularité, un vrai moteur de performance. En tout cas, ils sont extrêmement innovants et nous allons revenir sur leur pertinence avec Arnaud. Mais avant, Arnaud, dans le contexte finalement que je décris un petit peu au début de cette webconférence, est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés pour décrypter ce qui se passe réellement, les impacts que ça va avoir sur les marchés financiers et quelles sont vos convictions? Écoutez, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Merci de cette invitation. Je suis absolument ravi de fêter ce premier anniversaire avec vous aujourd'hui. Et donc, les faits marquants sur les marchés, je dirais qu'il y a 4 points à retenir. Le premier, c'est que la dynamique économique faiblit malheureusement au niveau mondial, même si elle a jusqu'à présent fait preuve d'une résistance qui est assez remarquable compte tenu des incertitudes auxquelles on a fait face depuis le début de l'année. Et je pense que les chiffres économiques d'ailleurs du jour montrent que cette dynamique est encore en train de s'affaiblir. On a vu que les chiffres au niveau européen est un petit peu décevants aujourd'hui. Ça, c'est la première chose qui devrait nous guider encore pendant quelques mois, donc une dynamique économique un petit peu moins puissante. Le deuxième point, c'est l'inflation. On en parle beaucoup depuis quelques mois. L'inflation qui trouvait sa source dans deux points précis, que sont la hausse des matières premières et les pénuries d'approvisionnement générées par les confinements en Chine. Alors, la seconde cause qui est les pénuries, elle est temporaire, elle devrait s'estomper au fur et à mesure que la Chine réouvre. En revanche, ce que l'on pense, c'est que la première devrait perdurer parce qu'il y a une vraie prime de risque géopolitique dans le prix des matières premières qui est liée au fait que la situation ne reviendra pas comme avant au cours des prochains mois. La situation géopolitique va rester tendue avec une vraie polarisation du monde entre l'Occident et l'Orient. Et ça va peser sur les prix des matières premières. Alors, je ne pense pas non plus qu'elles devraient encore s'envoler énormément, mais en revanche, elles vont rester à des niveaux très élevés qui vont peser sur la croissance. Le troisième point important à souligner, c'est le discours des banques centrales. Les banques centrales sont vraiment, comme leur nom l'indique, centrales actuellement, puisque le vrai mandat d'une banque centrale, c'est de lutter contre l'inflation. Et aujourd'hui, compte tenu de l'inflation très élevée que l'on connaît aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, les banques centrales vont mettre leurs priorités pour lutter contre cette inflation au détriment de la croissance.
Et je dirais même que Jérôme Powell, le président de la Fed, donc de la Banque centrale américaine, a dit hier qu'il n'allait probablement pas hésiter à casser la croissance, enfin plutôt la semaine dernière, il n'allait probablement pas hésiter à casser la croissance pour lutter contre l'inflation. Donc, les banques centrales devraient ainsi, comme vous le savez, continuer de monter les taux d'intérêt, ce qui devrait malheureusement agir négativement sur la croissance. Et puis enfin, le dernier point, puisqu'on arrive en fin de premier semestre, c'est qu'à partir du milieu du mois de juillet, on va avoir les premiers résultats d'entreprise pour le second trimestre. Et je pense que ces résultats qui sont attendus en hausse par rapport à l'année dernière d'une grosse dizaine de pourcents sont aujourd'hui un peu optimistes compte tenu de l'environnement économique. Donc je pense qu'on pourrait avoir des révisions baissières sur les résultats d'entreprise et c'est ça que le marché prend en compte aujourd'hui via la baisse que l'on connaît sur les marchés. D'accord, donc ça c'est voilà, les points macroéconomiques qui vont avoir une incidence. Est-ce qu'ils ont déjà été anticipés ou est-ce qu'on a encore des choses devant nous? Est-ce que voilà, pouvez nous éclairer sur vraiment l'impact que cela peut avoir sur les marchés? Oui, tout à fait. Alors ça va être en page suivante. Donc les impacts pour les marchés, les marchés, on pense que pendant l'été, et au moins jusqu'en septembre, ils vont rester heurtés et volatiles comme on le voit aujourd'hui. Vous pouvez remarquer que les marchés actions n'ont pas vraiment de direction. On a une volatilité élevée quotidienne, -1, +2. Et ça, c'est dû au fait que la visibilité reste faible et les vents contraires nombreux. On en a cité plusieurs juste avant et c'est ça que les marchés craignent. En revanche, ce qu'on peut dire également, c'est que le récent recul permet aux valorisations de revenir à des niveaux parfois attractifs. Quand on prend les niveaux de valorisation du CAC 40 aujourd'hui, on est à peu près 10% inférieur au niveau moyen de long terme. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que les marchés ont déjà pris en compte une partie du ralentissement économique. Ils anticipent toujours et que les déceptions économiques sont déjà en partie quand même dans les cours. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé de hausse de taux depuis quelques mois, que la hausse des taux que l'on a connue, le 10 ans français, le taux de l'obligation à 10 ans française était à 0,19 en début d'année. On était jusqu'à hier à environ 2,20 et aujourd'hui on est à peu près à 2%. Donc c'est des tensions qui sont quand même très conséquentes. Et si vous réalisez des emprunts immobiliers, vous avez dû vous rendre compte que les taux avaient monté. Et donc, cette hausse des taux, aussi bien sur les obligations d'entreprise que les obligations d'État, redonne de l'attractivité à la classe d'actifs obligataires. Alors, pour le moment, pour un client privé, ça ne change pas grand-chose parce que détenir une obligation à 10 ans qui paye du 2%, je pense que sur 10 ans, on peut faire mieux. Mais en tout état de cause, c'est quand même, en termes de rémunération, c'est bien mieux qu'en début d'année. Ce que l'on peut dire également, c'est que les matières premières, comme on l'annonçait juste avant, les matières premières et la géopolitique resteront un vent contraire à long terme. Et donc ça va quand même agir sur les marchés. On peut avoir des réactions épidermiques des marchés en fonction des décisions, ne serait-ce que sur le gaz russe. Eh bien, ça va maintenir de la volatilité dans les marchés. Et enfin, au niveau de l'allocation d'actifs, mais on va en reparler un petit peu plus tard, la diversification reste primordiale. C'est quelque chose que l'on avait avancé dès l'année dernière. La diversification aussi bien par classe d'actifs que géographique reste extrêmement importante. Merci Arnaud pour cet éclairage. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet et on parle donc des deux mandats, GWS Conviction et GWS Patrimoine. Ces deux mandats ont une particularité, ils ont une vraie singularité, ils sont différents des mandats traditionnels qu'on peut trouver habituellement dans des contrats d'assurance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la structuration de ces mandats et qu'est-ce qui fait leur singularité? Oui, tout à fait. Alors, ces mandats, ils sont construits dans ce qu'on appelle via une approche cœur satellite de l'allocation d'actifs. Donc, ça veut dire qu'on va on va construire le portefeuille autour d'un fonds cœur que l'on a créé spécifiquement pour ces gestions pilotées qui s'appelle GWS Allocation Tactique, dont l'unique objectif est d'apporter de la réactivité au mandat de gestion pilotée. Donc, c'est un fonds flexible qui est investi en tracker et en fonds monétaires et qui n'a d'intérêt que dans cette gestion pilotée.
Et puis ensuite, autour de ce fonds cœur, on va sélectionner des fonds satellites en architecture ouverte parce que Generally Well Solutions réalise une sélection d'OPCVM en architecture ouverte, donc ça veut dire parmi l'ensemble des fonds du marché. Et ces fonds, on va les sélectionner selon 4 idées directrices, que sont les investissements stars. On va essayer de sélectionner les meilleurs fonds de leur catégorie à long terme, ceux qui sont censés rester très longtemps dans les portefeuilles, avec des noms prestigieux. On va ensuite sélectionner des thématiques séculaires parce qu'on est convaincu qu'il y a certaines thématiques, on en reparlera également un petit peu plus tard, mais qui seront d'actualité pour un grand nombre d'années à venir. Enfin, on va essayer de sélectionner dans un univers de taux d'intérêt qui a certes remonté, mais qui reste assez bas, des fonds qui ont pour objectif de réaliser des performances absolues. Et enfin, on va avoir des fonds que l'on appelle un peu plus momentum, qui sont un petit peu plus à court terme pour jouer une zone par rapport à une autre, au sein de cette idée directrice momentum. Très bien, donc le cœur qui est le centre de la matrice, qui est composé donc d'ETF, vous permet cette ultra-réactivité finalement sur les marchés et ces satellites qui représentent vraiment vos convictions. Donc face à cette situation que vous nous décriviez précédemment, voilà, quelles ont été finalement les tactiques que vous avez pu prendre depuis le début de l'année et comment vous vous projetez? Alors oui, on a deux profils sur la gestion pilotée. On a un profil qui s'appelle patrimoine, qui est plutôt un profil équilibré, et un profil qui s'appelle conviction et qui est plutôt l'équivalent d'un profil dynamique. Et comme vous le disiez très bien, Stellan, ce fonds cœur permet une grande réactivité au sein de la gestion pilotée. Et si on prend la page suivante, vous allez avoir en visuel l'évolution de l'exposition action du fonds cœur GWS allocation tactique depuis la création de cette gestion pilotée. Donc vous pouvez voir qu'en fonction des nouvelles qui peuvent arriver, je prends l'exemple de février lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, les marchés ont été quand même assez chahutés. Eh bien, ce fonds cœur nous permet de réagir assez rapidement et vous voyez que l'exposition, par exemple, entre fin décembre et fin février, elle est passée de 54% investis en actions à 24%, pour être remontée ensuite pas très loin des 50, avant d'être rebaissée début juin à 33% d'actions. Et donc, le fait d'agir sur ce fonds cœur, ça nous permet d'agir indirectement sur l'exposition des deux profils de gestion pilotée sans avoir à réaliser d'arbitrage. Et si vous regardez en page suivante l'évolution de l'exposition action des deux profils, donc du profil dynamique qui est appelé GWS Conviction ou du profil équilibré qui est appelé GWS Patrimoine, eh bien vous voyez que l'exposition action a évolué du fait des mouvements réalisés au sein du fonds cœur. Et donc, les difficultés qu'on a connues en février, c'est vrai qu'on avait essayé de protéger les portefeuilles. Ensuite, on s'était réexposé. Il ne faut pas oublier également qu'on le fait principalement, comme vous le disiez, Stellan, via des ETF, des trackers. Donc, ça nous permet également d'avoir des paris soit sectoriels, soit géographiques. Et puis, on a également accès dans ce fonds à des outils de couverture pour couvrir certains risques. On a, par exemple, à un moment réalisé un aller-retour sur le dollar, puisque le dollar a beaucoup progressé depuis le début de l'année. Et nous avions couvert une partie du dollar et soldé ces couvertures avec un gain assez conséquent pour les porteurs du fonds. Donc, les deux mandats, conviction et patrimoine, leur différence, on va rentrer dans les portefeuilles, mais leur différence est aussi par rapport à une échelle de risque. Il y en a un où vous allez venir sur une exposition plus importante en action. Et donc, sur cet indicateur qu'on appelle SRRI, de 1 à 7, conviction se positionne à quel niveau? Il se positionne à un niveau de 5 et cela signifie qu'on peut aller entre 30 et 100% d'actions au sein du mandat.
et qu'à moyen long terme, on aura en moyenne autour de 70% d'actions, ce qui en fait un profil de SRRI 5. Et à contrario, le profil patrimoine a, comme son nom l'indique, une vocation un peu plus patrimoniale, donc lui un SRRI 4, et son exposition action peut varier entre 0 et 60%, avec une exposition moyenne à long terme autour des 40%, pour vous donner une indication de long terme. Donc, pour comprendre dans la suite de l'exposé, donc comment se sont comportés ces fonds par rapport à l'évolution, à la volatilité des marchés là depuis quelques mois, c'est intéressant effectivement de voir à l'intérieur bien comment voilà ils sont sur quel type de support et comment vous avez géré ça depuis ces derniers mois. Exactement. Et donc là, vous avez accès au cœur du moteur. Donc vous avez les portefeuilles complets avec les lignes qui composent chaque profil. Ce qui est important de souligner, c'est que Generali Wealth Solutions, nous n'avons pas vocation à gérer des fonds ouverts. Donc à gérer des fonds investis par exemple en actions européennes ou en actions US, et on va sélectionner parmi l'ensemble des fonds disponibles les fonds qui nous semblent le mieux répondre soit à nos convictions, soit à notre stratégie d'investissement. Et donc, bien entendu, ces portefeuilles aujourd'hui contiennent des actions européennes, des actions internationales avec des thématiques que vous pouvez voir à l'écran comme la thématique de l'eau ou la thématique du changement climatique. On a assez peu de marchés émergents puisqu'on n'a qu'une seule ligne de fonds Fidelity Asia. Et puis ensuite, dans le profil patrimoine, nous avons des fonds diversifiés et un petit peu plus de fonds obligataires, alors que bien entendu, la part action est prépondérante au sein du profil conviction. Très bien. Donc là, on voit bien avec cette granularité, rentrer dans cette granularité au niveau des fonds, on voit bien la différence entre les deux fonds. On rappelle que des mandats de gestion, finalement, on part pour plusieurs années. C'est un mandat qui est donné au gérant, donc et ça s'inscrit dans le temps, c'est une épargne longue, un horizon de placement long. Et c'est vrai que dans un contexte comme aujourd'hui où on a une forte perturbation sur les marchés, eh bien, il faut prendre ce recul qui permet de se projeter dans un horizon de placement beaucoup plus long. Oui, tout à fait. L'objectif, encore une fois, de ces profils-là, c'est d'opérer une gestion patrimoniale. Donc, c'est d'amortir les baisses et de participer aux hausses de marché. Et donc, c'est notre objectif. Au niveau de la répartition géographique des portefeuilles que vous venez de voir, comme je vous le disais, on est diversifié internationalement avec à peu près 50% d'Europe, un peu plus de 50% d'Europe dans chaque portefeuille et 50% d'hors Europe. Une grosse prépondérance sur les marchés développés et assez peu positionné sur les marchés émergents. Et ce qui est important également de souligner, c'est qu'en termes de style, on a pratiquement que des grandes valeurs et on est assez équilibré entre ce qu'on appelle les valeurs de croissance et les valeurs décotées. Très bien, donc on peut peut-être maintenant regarder en termes de performance comment effectivement ces mandats se sont comportés et comment ils se positionnent par rapport à leur indice de référence. Exactement. Alors, les performances des marchés au 31 mai 2022, elles sont malheureusement assez nettement dans le rouge. Donc, avec un CAC 40 qui était en recul de moins 9,6%, un Eurostoxx 50 de moins 12%. Ce qui est assez intéressant, c'est que le Nasdaq avait déjà reculé plus fortement que les marchés européens. Alors, il avait également emmagasiné beaucoup plus de performances au cours des années précédentes, mais il était en recul de 23%. Et puis peut-être ce qui caractérise également les conditions de marché actuellement, c'est que d'habitude, lorsque vous avez un portefeuille patrimonial qui est diversifié en termes de classe d'actifs, vous avez les actions qui peuvent baisser,
mais généralement, ça amène une baisse des taux et donc une bonne performance des obligations. Et là, ce n'est pas le cas, puisque comme on le disait au départ, vous avez en même temps de l'inflation, une hausse des taux, et cette hausse des taux génère des performances négatives sur le marché obligataire. Vous voyez en dessous un indice qui détient des obligations à entre 5 et 7 ans de durée de vie, qui réalise à fin mai une performance de moins 8%, ce qui est pratiquement aussi mauvais que l'indice CAC 40. Donc, la caractéristique de la période de marché actuelle, c'est que les obligations n'ont pas protégé les porteurs d'actions au sein des portefeuilles. Et dans ce contexte, les performances de nos deux profils en page suivante sont bien évidemment malheureusement dans le rouge. Depuis le début de l'année, le profil patrimoine réalise une performance négative de 6,59% net de frais de gestion. Alors, j'insiste sur le fait que c'est net de tout frais de gestion, y compris de frais de gestion du contrat, ce qui permet quand même de résister par rapport à la baisse qu'il y a eu sur les marchés. Et tout comme notre profil dynamique qui présente une performance négative de 8,9%, mais qui arrive quand même à amoindrir, à amortir la baisse des marchés depuis le début de l'année. Donc, notre objectif est bien entendu de faire une gestion patrimoniale. On va essayer d'amortir les baisses et de participer aux hausses sur la durée d'investissement recommandé qui est de 5 ans pour le profil patrimoine et de 8 ans pour le profil conviction. Et dans la projection en termes d'objectifs de gestion sur le profil patrimoine, votre objectif que vous fixez, la cible que vous fixiez en termes de performance annuelle sur la durée est de combien? C'est entre 4 et 5, net de frais de gestion. Et puis sur le profil conviction, donc le profil dynamique, on sera plus entre 6 et 7. D'accord. Donc là, vous vous positionnez pour effectivement bien saisir le rebond quand il se présentera et pour revenir sur des eaux plus positives. Alors pour le moment, on se positionne surtout pour essayer de protéger un maximum le capital. Essayer d'amortir, comme je le disais, cette baisse. Et comme vous le disiez très bien, Stéphane, le fait qu'on ait la réactivité possible grâce au fonds cœur GWS allocation tactique nous permettra de revenir sur des trackers qui nous augmenteront, comme vous avez pu le voir, l'exposition des deux profils aux actions, revenir sur des trackers lorsque l'horizon et la visibilité s'amélioreront. D'accord, donc en projection, si on doit se résumer, vous avez vraiment une posture de prudence et de protection du portefeuille pour pouvoir laisser passer ces turbulences et être là quand les marchés reviendront à la hausse. Exactement. On est plutôt je préfère agir un petit peu trop tard plutôt que d'anticiper et que ça soit un petit peu trop tôt. Donc, on a les moyens de suivre, on a les moyens d'être réactifs et on les utilisera lorsque nous l'estimerons nécessaire. Très bien. On avait une autre slide peut-être suivante. Voilà, c'était sur cette perspective que vous avez commencé déjà à nous révéler. Donc comment vous voyez l'avenir? Bien, ce qu'on peut dire quand même en toute objectivité, c'est qu'on pense que les incertitudes vont perdurer à court terme. C'est pour ça que je vous disais que pour le moment, on essaye quand même de protéger l'épargne des clients autant que l'on peut. Mais c'est vrai que les marchés ont déjà quand même baissé assez nettement. Quand vous prenez les marchés américains aujourd'hui, on est sur des baisses entre 25 et 30%. Les marchés européens, on est autour de 20% aujourd'hui. Donc, une partie des mauvaises nouvelles est déjà dans les cours. Ça, c'est une certitude. Donc, il faut rester vigilant.
il faut pas revenir trop tôt. Il faut pas revenir trop tôt, mais en tout cas, il faut se donner les moyens d'être réactif et surtout d'être très diversifié, comme je vous le disais. Ce qui est certain, c'est que les taux d'intérêt, à mon sens, ne peuvent pas énormément remonter dans le monde, parce qu'on sait que le monde est surendetté. Donc, les États, comme les ménages, comme les entreprises, ne peuvent pas se permettre des remontées de taux massives. Donc, ces remontées de taux, elles généreront forcément des ralentissements économiques et qui caperont eux-mêmes les hausses de taux. C'est-à-dire que les taux ne peuvent pas revenir comme ils étaient dans les années 80, en tout cas à court terme. Et donc, ce qui veut dire pour nous, investisseurs, c'est que les actions sont et seront dans les années à venir les actifs qui présenteront le meilleur couple rendement-risque. Et on l'a encore vu depuis le début de l'année, puisque l'indice obligataire d'État que je vous ai montré, il perd pratiquement autant que le CAC 40. Et donc, dans cet univers-là, nous, aujourd'hui, on privilégie les grandes valeurs, parce que c'est celles qui sont les plus solides, qui sont souvent internationales. On privilégie les marchés développés, parce que c'est ceux également qui sont les plus défensifs. Et puis, lorsque la visibilité sera un petit peu moins faible, on reviendra un petit peu plus sur les marchés émergents globaux. Alors, on est très sélectif, comme vous l'avez compris, sur les marchés émergents. En revanche, on trouve que les actions chinoises ont beaucoup baissé depuis 18 mois. Et c'est vrai qu'on a commencé à les renforcer, principalement via des trackers au sein du fonds GWS Allocation Tactique. Mais ça reste des positions que l'on va renforcer petit à petit, qui sont aujourd'hui marginales. Au niveau des thématiques, on est toujours convaincu qu'il y a des thématiques qui resteront porteuses. On privilégie absolument les thématiques incontournables. On essaye d'éviter les modes, c'est très important. L'année dernière, il y a eu beaucoup de thématiques qui se sont créées sur des modes. Donc aujourd'hui, vous avez pu le voir en portefeuille, on a deux thématiques qui sont celles de l'eau, celles du changement climatique, qui resteront bien entendu incontournables au cours des prochaines années. On pourrait y rajouter la thématique de la digitalisation qui a beaucoup reculé dernièrement et que l'on garde en point de mire pour éventuellement prendre des positions. Et comme je vous le disais, nous privilégions une répartition par style équilibrée. On a pu voir que les valeurs de croissance ont beaucoup plus baissé que les valeurs décotées depuis le début de l'année. Et c'est vrai qu'on aime bien avoir des supports qui jouent le dividende que l'on peut toucher sur les actions, les dividendes qui restent quand même conséquents aujourd'hui sur les marchés actions. Sur les obligations, alors, comme vous avez pu le voir au sein des portefeuilles, on privilégie à court terme les supports qui disposent de marge de manœuvre. Pourquoi des marges de manœuvre? Parce qu'on doit avoir des gérants en portefeuille qui sont capables d'être peu ou moins impactés par les hausses de taux. Puisque, comme vous le savez, quand les taux montent, le prix des obligations baisse. Et donc, quand les taux montent, un porteur obligataire perd de l'argent. Donc, on cherche des supports qui sont gérés par des personnes qui disposent de marge de manœuvre pour pouvoir s'immuniser éventuellement contre les hausses de taux et avoir une vraie gestion discrétionnaire sur les taux. Il est trop tôt pour revenir à notre sens sur le crédit. Donc le crédit, c'est les obligations d'entreprise de manière agressive puisque l'économie ralentit un petit peu. Donc les entreprises pourraient être pour certaines dans une situation un peu moins confortable. Mais cependant, on surveille vraiment cette classe d'actifs parce qu'elle a beaucoup reculé aussi depuis le début de l'année pour une classe d'actifs obligataires et on pense que des opportunités pourraient se présenter, alors non pas d'ici la fin de l'été, mais plutôt d'ici la fin de l'année. Et donc ça, c'est une stratégie que l'on mettra en œuvre soit au sein des satellites, soit au sein du fonds cœur. Merci Arnaud pour ce décryptage des marchés et comment effectivement les deux mandats se comportent et les convictions que vous pouvez avoir aujourd'hui sur la gestion. C'est extrêmement important de le partager avec nos épargnants. Je vais peut-être interroger la régie. On a peut-être des questions qui sont arrivées pendant le déroulé de cet échange. On va en prendre. Oui, une première question. Sommes-nous au début d'un cycle de resserrement monétaire ou à l'aube d'une récession? Alors, j'ai presque envie de répondre les deux, mon capitaine. Alors, c'est pas très positif, mais j'ai presque envie de répondre les deux, mon capitaine, parce que
je ne sais pas si vous avez écouté le discours de Jérôme Powell, qui est donc le gouverneur de la Fed donc aux États-Unis, qui est quand même la banque centrale qui mène les débats. Il a dit qu'on allait avoir du mal à éviter l'atterrissage en douceur, hein, qu'on espérait tous en début d'année lorsque le cycle de hausse des taux a débuté. Et il a surtout dit qu'il fallait en premier lieu casser l'inflation. Et pour casser l'inflation, ils vont vouloir casser un peu la croissance. Donc en gros, c'est un mal pour un bien, mais c'est vrai qu'il vaut mieux casser la croissance tout de suite pour repartir sur une situation saine plutôt que de laisser la situation dégénérer et après avoir du mal à la maîtriser. Donc, je dirais les deux parce qu'on est au début d'un cycle de resserrement. Quand vous regardez les prévisions aux États-Unis, on est à 1,5% sur le monétaire américain. On anticipe encore 1,75% de hausse de ce monétaire d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire que le monétaire en fin d'année aux États-Unis va être au-dessus de 3% de rendement. On n'a pas vu ça depuis, je dirais presque depuis la fin des années 2000. En Europe, on est également à l'aube d'un resserrement monétaire puisque la Banque centrale européenne va également devoir lutter contre l'inflation. Elle a dit qu'elle allait remonter ses taux de 25 points de base, donc de 0,25% en juillet, et que probablement elle allait refaire une deuxième hausse en septembre. Et cette deuxième hausse signerait l'arrêt de ce qu'on a appelé la période des taux négatifs, puisque ça permettrait aux taux directeurs de revenir en territoire positif. Est-ce qu'on est à l'aube d'une récession? Alors, c'est encore un peu tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que les marchés le prennent en compte aujourd'hui. Hein. On a quand même déjà perdu depuis les plus hauts plus de 20% en Europe et aux États-Unis. Donc, le marché n'attend pas de savoir si on est en récession, mais il anticipe. Donc, lui, il a clairement choisi sa voie. Il pense que la hausse des taux va générer un ralentissement économique. Après, si c'est un ralentissement économique maîtrisé et temporaire, ça peut aller assez vite et on n'aura pas forcément une baisse beaucoup plus importante. Il y a déjà une partie de la baisse qui est dans les cours, ça c'est certain. Merci Arnaud. Une seconde question. Pourquoi faire confiance à la gestion pilotée dans ce contexte de marché chahuté plutôt que de sécuriser tous mes investissements? Ben c'est toujours pareil. Normalement, lorsqu'on ouvre un contrat d'assurance vie, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que chez Generali, la durée moyenne de l'ensemble des contrats Generali, la durée de vie moyenne, c'est 12 ans. Aujourd'hui, quand un client a de l'argent, qu'on lui conseille d'ouvrir un contrat d'assurance vie, et d'ailleurs c'est plutôt un bon conseil au niveau patrimonial, c'est certain, ça veut dire qu'il va être client en moyenne pendant 12 ans. Est-ce qu'on pense aujourd'hui que d'offrir des rémunérations telles qu'elles sont sur le fonds euro, c'est appréciable à horizon 12 ans? Moi, je vous réponds clairement non, il faut faire autre chose. Alors après, est-ce qu'il faut… Là, je vous renvoie vers vos conseillers pour savoir quelle allocation d'actifs il faut que vous reteniez. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à horizon 5 ans, 8 ans, je pense qu'on a qu'on a des meilleures perspectives sur les marchés que sur les actifs sécurisés. Parce que les actifs sécurisés, ils ne remonteront pas aussi vite que les taux d'intérêt. Ça, c'est une certitude. Donc, ça veut dire qu'on va rester avec des taux d'intérêt bas, avec des rendements bas, et ça veut dire que l'inflation va grignoter votre épargne petit à petit. Donc, c'est certain que c'est jamais agréable d'avoir des marchés qui sont compliqués et qui sont négatifs, hein, parce que notre épargne fond. En revanche, ce dont je suis certain, c'est que quand vous prenez un investisseur qui a même investi au début des années 2000, donc pas très bien, qui a pris la baisse des technologies, la baisse liée à la crise des subprimes, qui était quand même une crise extrêmement violente, et la baisse du Covid, la baisse récente, eh bien, s'il n'avait pas bougé, il gagne vraiment beaucoup d'argent grâce entre autres aux dividendes. Et je pense que notre objectif à la gestion pilotée, c'est d'essayer, comme vous l'avez vu, de réduire la voilure lorsque le temps lorsqu'il y a du gros temps, et puis lorsque la visibilité s'améliore, on va essayer de revenir vers des taux d'investissement plus importants, 80-90% sur le profil conviction et entre 50 et 60 sans problème dans le profil patrimoine. Et donc, pour essayer de prendre cette allocation. Et donc, l'avantage de la gestion pilotée, c'est que vous n'êtes pas tous les jours à vous poser la question de savoir si c'est le moment d'arbitrer ou pas.
Je prends un exemple. Aujourd'hui, vous aviez un investissement action. Si peu qu'il soit thématique, vous êtes à moins 25% depuis le début de l'année. Mais vous allez vous demander tous les jours si vous devez vendre ou si vous devez rajouter ou si vous devez arbitrer. Eh bien, la gestion pilotée, elle vous enlève cette charge mentale de vous poser tous les jours la question de savoir si c'est le moment d'arbitrer ou pas. Et puis, bah, c'est sûr qu'on souffre un petit peu, comme vous avez pu le voir, lorsque les marchés sont difficiles, mais on arrive quand même à amortir l'évolution des marchés. Et c'est vrai que Arnaud faisait référence à l'année 2020. L'année 2020 est riche d'enseignements. En 3 semaines, les marchés avaient perdu 40% et on a eu une phénoménale remontée au deuxième semestre. Et c'est vrai que si on était resté après avoir subi cette baisse qui a été brutale et violente et si on était resté sur du fonds euro, on n'aurait jamais pu bénéficier effectivement de la remontée des marchés dans la deuxième partie de l'année et on serait resté scotché à sa contre-performance. Donc la gestion d'actifs, c'est justement savoir quand on arbitre, quand on rentre, quand on sort, quand on se positionne. Et c'est une vraie gestion active et c'est ce que propose la gestion pilotée. Rester sur du fonds en euros aujourd'hui qui est touché par l'érosion monétaire, ce n'est pas de la gestion et on ne crée pas de la performance dans le temps. Ce qui est important, c'est de bien mesurer son horizon de placement, inscrire ça, comme on le disait, dans le temps, bien se connaître, donc la définition de son profil investisseur, c'est-à-dire comment je vais réagir par rapport au risque. Le marché perd moins 10, quel est mon comportement? Et bien se positionner sur des profils où le gérant va tenir compte de cette aversion au risque. Et l'objectif qui était partagé précédemment par Arnaud, c'est effectivement de se dire, bien sûr, le mandat patrimoine, un mandat patrimonial, on se donne cet objectif dans le temps, eh bien, de faire une performance à 4, mais on peut effectivement avoir une année à devoir naviguer dans des mers chahutées. Mais on garde cette cible, on garde cet objectif et il faut vraiment voir la qualité de la performance sur la durée. Est-ce que nous avons une autre question, Nathalie? Oui, on a une autre question au sujet de l'inflation. Quel est l'impact de l'inflation sur mon épargne? Est-ce que l'immobilier est un bon moyen de contrer celle-ci? L'impact de l'inflation sur l'épargne est très clair. Hein, c'est 6, 7, 8% par an actuellement. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, on a à 8% d'inflation en zone euro. Bon, je pense qu'on s'en rend tous compte quand on passe à la pompe, quand on va faire ses courses, etc. En gros, ça veut dire que vous n'êtes plus payé sur 12 mois, vous êtes payé sur 11 mois. C'est-à-dire que l'inflation, elle vous mange le salaire du dernier mois. Donc, l'effet de l'inflation, il est vraiment réel et massif à ce niveau-là. Ça, c'est clair. Donc, il mange l'épargne et ça va continuer comme ça puisque l'inflation est prévue aux alentours de 6% en fin d'année. Donc, on aura encore de l'inflation importante puisque les prix du pétrole vont rester élevés. Et c'est un effet qui devrait se calmer probablement, on espère, en 2023 s'il n'y a pas d'autres catastrophes au niveau géopolitique. Voilà. Je ne me souviens plus de la deuxième partie de la question. Est-ce que vous pourriez… C'était par rapport à l'immobilier, Arnaud. Et non, très intéressant. Notre épargnant, notre internaute nous demande est-ce que effectivement l'immobilier est un rempart à cet accroissement de l'inflation? Alors, l'immobilier, il rentre dans la gestion patrimoniale, il rentre au-delà de la gestion pilotée, il rentre dans une diversification de l'épargne et du patrimoine qui est bien sûr incontournable. Le gros avantage de l'immobilier, c'est que les loyers sont indexés sur l'évolution du coût de la vie. Donc, ce n'est pas comme une obligation. Là, normalement, vous avez vos rendements annuels qui sont censés suivre l'évolution de l'inflation. Donc ça, c'est un vrai point très positif pour l'immobilier.
Maintenant, il y a un effet qui peut être un peu négatif, et les prochains mois vont nous le confirmer ou nous l'infirmer. C'est l'effet du durcissement monétaire, c'est-à-dire, déjà, il y a une hausse des taux qui aurait fait perdre pratiquement une pièce dans un grand appartement parisien aux acheteurs depuis un an. Donc, une pièce, c'est quand même pas rien, donc c'est important. Et puis, il y a le fait que les banques donnent des crédits de manière un petit peu plus difficile. Donc ça aura forcément un impact sur la demande. Aujourd'hui, il est trop tôt pour dire si ça va gripper l'immobilier à terme ou pas. Moi, ce que je pense, c'est que l'immobilier trouve complètement sa place en termes de gestion patrimoniale et en termes de diversification du patrimoine, comme on le disait au début de ce webinaire. Il y a effectivement l'immobilier et il y a d'autres classes d'actifs qui sont aussi intéressantes à regarder, notamment les actifs réels, etc. Et on va dans les semaines qui viennent faire une webconférence sur justement ces outils ou ces thématiques d'investissement qui permettent de se prémunir, en tout cas de se protéger ou de protéger son épargne par rapport à l'inflation. La diversification, vous en parliez tout à l'heure, reste un facteur effectivement important quand on gère son patrimoine, diversifier son épargne, diversifier ses placements financiers. Merci. Une autre question? Oui. Comment faites-vous pour prendre des décisions d'investissement face à ces marchés chahutés? Alors, on essaye de garder la tête froide et de rester humble surtout. Je pense que l'humilité, c'est très important quand on travaille sur les marchés. Et puis, après, voilà, l'avantage, c'est qu'on fait que ça, c'est-à-dire qu'on travaille toute la journée sur des analyses, sur des études, sur de la recherche de fonds. Donc, on est vraiment mobilisé pour essayer de faire fructifier votre épargne à moyen terme. Donc, ça, c'est très important. Puis après, les décisions, c'est vrai que ce qui change par rapport aux périodes précédentes, c'est que la volatilité ayant quand même nettement augmenté, on est amené à prendre des décisions parfois un petit peu plus court terme. Alors, on ne fait pas de trading. Moi, je gère de l'argent à vocation patrimoniale. J'accompagne des entreprises dans leur développement en leur prêtant l'argent que les clients veulent bien nous confier. Donc, on ne fait pas de trading, mais en revanche, on peut quand même faire des allers-retours un petit peu plus court terme, et c'est aussi ça que nous permet le fonds allocation tactique. Je vais juste te prendre un exemple. Au début de l'année, on a revendu un tracker investi sur les actions européennes décotées, donc les fameuses value pour les experts, et qui était très en retard et qu'on avait acheté en fin d'année dernière et qu'on a revendu en quelques semaines avec un gain de 7% dans des marchés qui étaient plutôt baissiers. Donc, c'est ça que peut nous aider à faire, en fait, ce fonds-là. Et c'est un petit peu la nouveauté ces derniers temps, c'est que certaines décisions sont à un petit peu plus court terme. Mais c'est normal, en même temps, quand on a moins de visibilité, on roule moins vite et on essaye d'être un peu plus réactif. Merci Arnaud. Comment se comportent les marchés chinois lors de cette crise? Les marchés chinois, là, donc ça a été très compliqué l'année dernière, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au cours de l'été, le gouvernement chinois a essayé de reprendre en main son économie en durcissant les règles pour les sociétés type Alibaba, donc qui est le Amazon chinois, qui était devenu trop puissante aux yeux du pouvoir chinois. Donc le pouvoir chinois a essayé de les reprendre en main. Donc ça, c'est une première chose. Les marchés actions n'avaient pas du tout apprécié cette reprise en main, puisque les marchés aiment bien la liberté. Donc, ils avaient lourdement sanctionné toutes les valeurs chinoises et les indices chinois ont fortement baissé depuis. Malheureusement, les Chinois ont aussi mis en place une politique qu'on a appelée zéro Covid, à savoir que dès qu'il y a un cas, on ferme tout, on teste tout le monde et on enferme les gens qui sont malades
ou qui sont testés positifs. Donc ça, on a fermé quand même des villes comme Shenzhen ou comme Pékin pendant de longues semaines, et donc ça a eu un très fort impact sur l'activité économique. Donc les marchés chinois depuis un an, ils sont très sous-performants, mais c'est vrai que les niveaux de valorisation sont redevenus très faibles, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé à racheter des actions chinoises dernièrement. Mais les marchés chinois se comportent mieux depuis un gros mois, depuis la réouverture en fait de l'économie chinoise suite à la fin de cette vague de contamination Covid. Donc un peu plus positif sur la Chine par rapport à ce que j'étais au début d'année. Après, on y va quand même de manière assez modérée. Je pense qu'il faudra y aller en plusieurs fois, et c'est vrai que dans des périodes très compliquées comme cela, on préfère toujours rester sur les grandes valeurs. Si je prends un exemple de valeurs en direct, on préfère avoir du R liquide ou du LVMH que des valeurs extrêmement cycliques. Voilà. Ben là, sur les fonds, c'est pareil. On essaye d'avoir des fonds défensifs sur les grandes valeurs plutôt que sur des petites valeurs qui seraient beaucoup plus impactées par un ralentissement économique. Merci Arnaud. Une question pour vous, Stellane. Quel est le coût de la gestion pilotée? Alors, le mandat de gestion pilotée GWS, c'est un mandat qui coûte 0,30% par an, qui sont prélevés avec les frais de gestion du contrat. Et enfin, une dernière question. Puis-je avoir dans mon contrat de la gestion pilotée et de la gestion libre? Alors, à l'intérieur du contrat, il est possible, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alors, on peut effectivement avoir un mandat de gestion, le mandat de gestion GWS Patrimoine, et à côté, avoir du fonds en euros, ou avoir pour Alta Profit Vie du fonds croissance, ou bien de la SCI, c'est-à-dire associer un mandat de gestion GWS avec des parts de SCI pour jouer la diversification qu'on évoquait tout à l'heure. On peut aussi avoir un mandat avec un fonds structuré. On va en lancer un d'ailleurs avec Generali WS dans quelques semaines là, pour l'été. Donc, on peut effectivement mixer un mandat et une partie de certains supports en gestion libre. Ce qu'on ne pourra pas faire, c'est mettre une UC traditionnelle. Par exemple, une UC qu'on retrouve dans le mandat, l'avoir également en gestion libre. Ça, on ne peut pas le réaliser, l'assureur ne l'autorise pas. Mais ça nous laisse cependant une latitude, du moins mettre une répartition avec une poche fonds en euros, une poche fonds croissance, et pourquoi pas un peu d'immobilier et le reste en mandat de gestion. Pas d'autres questions. Merci Stellane. Merci Nathalie, merci pour toutes ces questions. Merci Arnaud de nous avoir donné cet éclairage, cet éclairage macroéconomique et comment interpréter ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés, et comment nous donner effectivement des points de compréhension sur la façon dont vous gérez ces deux mandats pour les contrats, je rappelle, donc Generali Épargne et le contrat Alta Profit Vie. Merci infiniment, merci à l'ensemble de nos auditeurs, et à très bientôt pour une nouvelle conférence d'Alta Profit. Merci beaucoup, à très bientôt.